Nous, dans cette seconde table ronde, nous allons parler de la demande des consommateurs et de la réponse que les marchés peuvent apporter. Donc la demande des consommateurs, elle a évolué depuis de nombreuses décennies. Après une période dite de consommation de masse, c'est après, dans un contexte de crise, que les critères de la demande se sont construits. Les consommateurs, désormais, ils sont attentifs au coût et à la qualité des produits. Ce ne sont plus des consommateurs de simples consommateurs de sociétés de consommation, mais des consommateurs citoyens qui sont très bien informés sur ce qu'il y a dans leur assiette, et notamment après les différents scandales que l'on a pu entendre, scandales alimentaires ou à propos des pesticides ou produits phytopharmaceutiques. Donc ils souhaitent avoir un droit de regard sur l'origine et la qualité des produits. La demande, quand elle se modifie, il faut que les filières puissent s'adapter. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui avec nous 4 professionnels qui vont, de par leur expérience et leur parcours, nous aider à comprendre ces enjeux et ces stratégies, de comprendre comment on peut mettre en phase l'offre et la demande, et de répondre quelles sont les compétences requises pour ces professionnels de ces secteurs. Donc nous avons ainsi, pour cette seconde table ronde, qui a pour thème « À consommateurs exigeants des filières organisées », Hélène Descourades, qui est doctorante spécialiste en droit de la concurrence. Yves Lemorvan, responsable filière et produits Safagridé et ancien directeur général de Coop de France. Marc Guillonnet, directeur général de spécialité du Monde. Et enfin, André Barlier, directeur adjoint de l'ENAO. Donc, nous allons commencer par une première question à Yves Lemorvan. Donc, le secteur agricole est aujourd'hui en pleine mutation. Depuis des décennies, l'Europe, la PAC, la mondialisation, donc, tout ça, ça a provoqué des bouleversements dans le métier, dans ses méthodes de production, de vente, d'organisation. Et ce qui a provoqué également un bouleversement pour le consommateur. Donc, ma première question sera la suivante. Comment la coopération agricole peut-elle apporter une réponse pertinente à la fois aux consommateurs inquiets de ce qu'ils trouveront dans leur assiette et aux agriculteurs intéressés par de nouveaux modes de commercialisation? Merci. C'est vrai qu'on doit parler du consommateur aujourd'hui plus particulièrement, mais il faut peut-être revenir sur le point de départ, c'est-à-dire l'organisation de l'offre. Patrick, dans son introduction, a évoqué quelques chiffres et on voit évidemment la dissymétrie dans la force des différents acteurs économiques. Et pour pouvoir répondre aux questions ou aux souhaits, ou voire aux exigences du consommateur, il faut avoir une structuration des filières qui soit apte à faire des propositions ou à répondre aux souhaits des consommateurs. Alors peut-être à l'envers, je commencerai par l'organisation des producteurs en parlant notamment de la coopération agricole. Parce que la politique agricole commune a évidemment énormément évolué. Elle s'est allégée dans ses outils de régulation, et c'est aujourd'hui évidemment un débat de réforme pour proposer de nouveaux outils, on l'a vu tout à l'heure. Et par ailleurs, elle continue d'être extrêmement ouverte aux échanges internationaux. Donc à partir de là, pour répondre à la fois aux souhaits des consommateurs et en même temps de conserver, voire de développer de la force pour les acteurs économiques, que faire? La coopération est une réponse. Le premier point qu'il faut peut-être souligner, et ça peut paraître banal, c'est que la coopération agricole et alimentaire, c'est le regroupement de l'offre. Ça paraît simpliste même peut-être de redire ça aujourd'hui, mais il est absolument nécessaire de redire que tant pour les toutes petites coopératives que pour les plus grandes aujourd'hui, il y a ou des TPE ou alors des grands groupes qui ont entre 20 000 et 30 000 adhérents aujourd'hui, les grands groupes de l'Ouest notamment. Le point de départ du métier, c'est regrouper l'offre pour produire ce qui sera attrayant pour les transformateurs, les distributeurs et le consommateur, et également regrouper l'offre et la capacité de marché pour acheter des intrants et les services autour des intrants aux conditions requises. Donc le b.a.-ba peut-être, mais c'est ça parce que c'est le point nodal, c'est le point primordial. À partir du moment où il y a une œuvre collective et économique par le biais de la coopération, ensuite il y a des cercles concentriques de développement par la commercialisation, par la transformation, quelquefois par la distribution, et progressivement les coopératives et ou leurs filiales atteignent le fameux consommateur, le client,
c'est-à-dire eux-mêmes, vous-même, nous-mêmes en même temps. On peut décomposer en fait les profils, on ne parle que de nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'il y a eu de grands efforts de la coopération pour passer du système qu'on a qualifié à un moment donné de la fourche à la fourchette. C'était peut-être un peu simpliste de le présenter comme ça, mais c'était un mouvement extrêmement important, puisqu'aujourd'hui les coopératives détiennent environ un tiers des marques alimentaires en France quand même. Des marques très connues, si vous consommez de la salade, ça peut être Fleurette, du lait, ça peut être Candia, du beurre, c'est Paysan Breton, et si vous voulez un peu de pruneau d'Agen, vous mangez du Maître Prunier. Bon, tout ça, c'est de la coopération. Mais au-delà de ça, à ce stade-là, par contre, on a une relation construite avec le consommateur, construite en partie à partir de... L'innovation, c'est extrêmement important. On met en valeur des produits et on voit quel est le contact avec le consommateur et quel est le contact avec ses souhaits. Et là, évidemment, il y a rétroaction. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus souvent de la fourchette à la fourche. Pourquoi pas? Parce qu'évidemment, ce mouvement-là est absolument nécessaire. Et la réponse des entreprises, c'est la traçabilité, c'est la politique des marques, locales ou nationales. C'est la réponse à des crises alimentaires. On l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr. Hein. Mais je dirais que l'intérêt de la coopération, pour terminer là-dessus, leur chance, mais en même temps leurs enjeux, c'est que finalement, elles font les deux. Il faut arrêter de dire de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche, pour une coopérative notamment qui a toujours des préoccupations territoriales, locales, qui est au consommateur des produits tout à fait locaux. Je crois que c'est le micro qui ne marchait pas. Vous pouvez reprendre le orange plutôt que le blanc. Voilà, celui-là, il ne faut pas l'utiliser. Merci beaucoup. Orange, c'est ma couleur préférée. Je suis lavallois, donc malheureusement cette année en foot, c'est pas très bon du tout. Donc pour terminer ma péroraison sur les coopératives, il y a un double mouvement, et la coopérative peut être au centre dans son offre, y compris dans la relation consommateur, soit avec de grandes marques nationales, soit de façon extrêmement locale. Et à partir de là, tout à l'heure peut-être, si on continue notre conversation, on pourra voir comment il peut y avoir une réponse en matière de souhaits des consommateurs sur la nutrition, sur la santé, mais également sur des préoccupations citoyennes. Merci beaucoup, monsieur. La deuxième question s'adresse à monsieur Guyonnet. Donc, vous êtes directeur général de l'entreprise Spécialité du Monde. On voulait savoir, selon vous, quelles sont les nouvelles demandes du consommateur et quelles réponses y apportez-vous? Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis comme Patrick, un ancien de l'IEDREA. Je suis sorti en 90 et je suis rentré en 87. Voilà, notre entreprise, et j'étais dans la même promotion que Patrick, c'est le hasard, on s'est retrouvés, bon, on se revoyait un petit peu. Notre métier, c'est l'importation. Donc, nous, Spécialité du Monde, notre métier, c'est d'importer des produits alimentaires frais. Pour aller très très vite, on travaille sur 3 activités, 3 domaines d'action: la charcuterie, italienne et espagnole, les produits d'apéritifs dînatoires et le snacking. Ce sont des tendances de consommation qui sont plutôt modernes. Moi, quand je suis sorti de l'IEDREA en 90, c'est maintenant que je me rends compte, 30 ans après, enfin 27 ans après, mais quand j'y suis rentré, la grande distribution a fait un début de parcours, 30 ans. Aujourd'hui, dans les années qui viennent, ça va faire 60 ans que la grande distribution existe. Donc effectivement, les tendances de consommation ont beaucoup évolué. Tout à l'heure, Léontine, tu le disais, on était sur mass market pendant un moment. La propension à consommer des ménages a chuté énormément. La part que nous mettons dans l'alimentation a beaucoup chuté ces dernières années. Et là, on se rend compte qu'on parlera tout à l'heure, certainement sur l'autre question, de manger mieux. Mais on se rend compte effectivement qu'on a des grandes tendances de consommation alimentaire aujourd'hui qui changent. Nous, on s'est porté sur l'apéritif dînatoire parce que c'est une véritable tendance de consommation. Alors, je ne sais pas si je suis dans le sujet que vous attendiez, mais effectivement, il y a 2 façons de l'aborder. Il y a qu'est-ce que les gens veulent manger et comment les gens veulent manger. Dans cette première question, comment les gens veulent manger aujourd'hui, on se rend compte qu'on a déstructuré depuis une trentaine d'années le repas. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sur la découverte, d'où les mots qu'on a entendus tout à l'heure dans l'innovation. Les consommateurs ont tendance à vouloir aujourd'hui innover. Les consommateurs ont tendance aujourd'hui à passer moins de temps à table et plus dans la convivialité. C'est pour ça que les grandes tendances vont vers l'apéritif dînatoire. Les grandes tendances aussi vont sur le snacking, puisqu'on mange
de plus en plus vite le midi, mais ce n'est pas pour autant qu'on mange de plus en plus mal. Donc, dans les années qui viennent, nous, on voit les choses comme étant des produits mondiaux. On mange de plus en plus de produits qui viennent du monde entier, même si on les fabrique en France. Vous avez énormément d'entreprises qui fabriquent des produits ethniques. Donc, on mange des produits qui viennent de partout. On va vouloir manger des produits de plus en plus sains. Mais ça, on y viendra tout à l'heure sur d'autres questions. Et la tendance va de plus en plus vers le plaisir de l'alimentation. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir énormément de remises en cause à tous les niveaux, et notamment au niveau de la filière de production, parce que pendant des années, on a couru après le chiffre d'affaires, on a couru après le développement, et on a malheureusement massacré le produit, et on a fait beaucoup de bêtises. Et dans les années qui vont venir, il va y avoir un changement. D'ailleurs, il a déjà été entamé. Alors, il s'exprime de façon parfois différente. Il y a la tendance bio aujourd'hui, mais qui est une tendance qui, avec le temps, on pourra débattre sur si on y croit ou pas dans le temps. Mais vous voyez, il y a des univers de consommation dont on ne parle pas beaucoup, qui ont intégré aussi la pluri-origine de nos populations. Dans la grande distribution, vous avez de plus en plus de rayons halal. Vous avez des rayons bio, vous avez maintenant des rayons apéritifs, vous avez les rayons plats cuisinés que vous connaissiez qui changent beaucoup aussi. Donc on va aller dans les années à venir vers des produits, et on était parti sur des produits très élaborés, on disait le plat cuisiné, moi j'ai sévi quelques années chez Fleury Michon. Le plat cuisiné, c'est un produit qui s'est développé énormément, et puis on voit que les tendances sont en train de revenir à c'est moi qui l'ai fait, ou le produit à la maison. Quand vous regardez aujourd'hui, vous êtes une génération où on voit à la télé beaucoup d'émissions sur la cuisine. Aujourd'hui, les blogs, les cuisiniers, tout se met en route. Donc, chez moi, j'ai 3 petits cuisiniers. Enfin, il y en a qui fait 1m92 maintenant. Mais les gamins se mettent à faire la cuisine aussi. Et on va maintenant dans les produits services, mais moins services qu'il y a 10 ans. On va venir sur les produits qui sont moins élaborés pour pouvoir y toucher chacun, y mettre chacun sa touche. Donc, je ne sais pas si je suis bien dans la question, mais toujours est-il que ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que l'alimentaire, l'agroalimentaire et la grande distribution vont durer encore plusieurs années. Aujourd'hui, vous avez une distribution moderne qui se développe au profit du commerce traditionnel. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, on disait les bouchers, charcutiers, traiteurs, ils sont morts. Aujourd'hui, on voit développer de plus en plus de rayons traditionnels dans les centres-villes. Les centres-villes sont en train de revivre dans nos petits villages. Hein. Chez nous, en Vendée, ça se développe bien. Il y avait plus que les assureurs et les banquiers. Maintenant, on commence à y avoir des bouchers, des charcutiers, des primeurs. Donc, on va vers le produit sain et l'agriculture française a un coup à jouer énorme là-dessus. Nous-mêmes, ma dernière phrase, nous-mêmes, on a lancé avec la CAVAC, notre coopérative agricole vendéenne, ça me rappelle mes études, on a lancé une production de pommes de terre parce qu'on a lancé une pomme de terre farcie sur le marché français, qui est un produit qui est issu de notre production locale et qu'on farcit avec des produits locaux. Voilà, donc on va aller vers une tendance aussi de revenir et les agriculteurs de demain et les producteurs de demain ont beaucoup à apporter à l'alimentaire. On a de belles années devant nous pour ceux qui ont envie de bien manger, quoi. Merci beaucoup. C'est à vous que je vais m'adresser maintenant, Madame Décourade. Donc vous êtes doctorante en droit de la concurrence. Donc on a vu comment s'organiser l'offre par rapport aux nouvelles demandes des consommateurs. Donc il y a une concentration de la demande du côté des transformateurs et des distributeurs. Mais il y a des problèmes dans le droit de la concurrence. Tout n'est pas possible. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces freins ? Merci tout d'abord de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, on a pu l'aborder sur la table ronde d'avant ou tout à l'heure par Yves. Le secteur agricole et les marchés agricoles ont des caractéristiques qui leur sont propres par rapport au milieu industriel notamment, avec une forte atomisation de l'offre, on l'a évoqué, une concentration de l'aval des filières importantes, mais aussi un caractère périssable des productions et des aléas économiques qui rendent difficile l'adaptation de l'offre à la demande sur les marchés. Donc c'est effectivement ce qui explique notamment qu'on cherche à concentrer l'offre, à la regrouper pour faire face à l'aval de la filière. Ces spécificités des marchés agricoles, elles engendrent d'autres difficultés sur les marchés.
Ça va être, alors un peu moins peut-être aujourd'hui, mais en tout cas de manière originelle, la difficulté pour l'aval de la filière de faire face à la demande qu'il a des consommateurs, puisqu'il doit aller chercher un à un le producteur pour faire face à la demande. Et ensuite, on a dans le cadre de la négociation entre l'amont et l'aval, un déséquilibre important, puisque, comme on l'a vu, le producteur aurait pu se retrouver seul face à son acheteur, et dans ce cas-là, qui lui est très concentré. Donc on a un fort déséquilibre entre les deux maillons, on va dire, de la filière. Ces spécificités-là, c'est ce qui a notamment été à l'origine des politiques de marché au sein de la politique agricole commune. Et ce qu'il faut rappeler, et ce qui est intéressant, et vous avez rappelé effectivement, je fais une thèse sur les questions de droit de la concurrence dans le secteur agricole, après avoir fait l'IDREA. Un élément important, c'est que tout ça se fait dans le cadre d'un marché, dans la construction du marché intérieur, avec l'application du droit de la concurrence et de la liberté de circulation des marchandises. Donc face à ces éléments extérieurs à la politique agricole commune, on rencontre des difficultés juridiques. Donc on a mis en place des organisations communes de marché pour structurer les marchés agricoles. Alors ça peut se faire par deux manières essentielles, avec deux types d'opérateurs en tout cas, que ce soit d'une part les pouvoirs publics, avec les régimes d'intervention qu'on a pu connaître à l'origine de la politique agricole commune dans de nombreux secteurs comme les céréales, mais aussi avec la mise en place d'organisations de producteurs, notamment dans des secteurs tels que les fruits et légumes. Et à l'origine, ces organisations de producteurs avaient des pouvoirs d'intervention relativement importants sur les marchés, puisque par exemple, les organisations de producteurs pouvaient mettre en place des opérations de retrait des marchandises pour faire face à des situations de surproduction. Donc on voit bien que les organisations de producteurs avaient un pouvoir assez important sur les marchés, puisqu'ils géraient finalement les situations de crise qu'ils pouvaient rencontrer. Au fur et à mesure, là je parle du secteur des fruits et légumes notamment, mais au fur et à mesure des réformes de la politique agricole commune, on le sait, l'intervention publique a fortement diminué, on a libéralisé les marchés et ces organisations de producteurs ont été petit à petit étendues à l'ensemble des filières agricoles jusqu'au dernier règlement 2013 où on a appliqué finalement, on a reconnu ces organisations dans l'ensemble des filières. Ce qui n'est pas sans problème juridique, puisque là encore, on a une application plus libérale des marchés, avec une application de plus en plus stricte du droit de la concurrence. D'autant plus que le rôle qui est attribué à ces organisations de producteurs vise à favoriser la structuration interne en fait, du marché en concentrant l'offre et en mettant en marché la production, ainsi qu'adapter la production aux exigences du marché, des demandes, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc là, on voit bien que c'est deux missions qui sont attribuées par les textes européens, mais qui sont quand même relativement interventionnistes. Donc c'est posé très rapidement la question de savoir comment on pouvait le mettre en œuvre face à une application du droit de la concurrence. Très bien, je vous remercie. Monsieur Barlier, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes directeur adjoint de l'INAO. On va aborder donc, avec vous les signes officiels de la qualité et de l'origine des produits. Ils sont nombreux. Ils ont acquis la confiance des consommateurs au cours du temps. Et comment ces signes de qualité apportent-ils de la valeur aux filières agricoles ? Alors, oui, ils sont assez nombreux. Donc, comme vous l'avez indiqué, donc, il y a les signes d'origine et de qualité donc, qui sont parfois superposés, mais pas forcément. Donc, pour resituer les choses, donc, les principaux, donc, c'est l'appellation d'origine contrôlée à l'origine, protégée au niveau européen, essentiellement développé dans le secteur du vin, où il y a plus de 90% des vins fabriqués en France qui sont sous signe de qualité. Il y a aussi des appellations d'origine sur les produits laitiers. Il y a à peu près 10% du lait collecté en France qui est valorisé dans des produits laitiers sous signe de qualité. L'indication géographique protégée, donc qui a aussi une qualité liée à l'origine, mais avec un niveau de cahier des charges un peu plus souple.
Et puis, donc, il y a les indications qui sont non liées à la géographie. Donc, le label rouge, qui est les deux premières sont européennes. Le label rouge, qui est une disposition française, donc qui établit la qualité supérieure avec une certaine forme de normalisation et une vraie réflexion méthodologique sur ce que c'est que la qualité supérieure. Et puis, donc, il y a aussi la STG, spécialité traditionnelle garantie, qui est de notoriété plus réduite, même s'il y a quelques produits importants, pas seulement en France. La pizza napolitaine est une spécialisée traditionnelle garantie qui peut être faite par tout le monde à condition de respecter la règle. Et puis aussi donc, le dernier qui est important, donc, qui est l'agriculture biologique. Donc c'est une forme de différenciation. Donc pour revenir à votre question, ça a pour but de créer de la valeur collective. Alors ça, c'est une démarche en fait un peu à triple dimension. Donc c'est collectif, c'est un engagement des filières pour faire reconnaître, parce qu'en fait on ne crée pas un signe de qualité, on fait reconnaître un produit qui existe déjà et auquel on attribue ce signe de qualité. Donc c'est un engagement collectif des filières pour créer de la valeur, pour identifier les cahiers des charges, les règles qui font que ce produit est d'une qualité supérieure. Ceci dans l'objectif, bien sûr, et c'est le lien avec votre table ronde, avec notre table ronde, dans le but de répondre à une demande des consommateurs et à avoir une meilleure valorisation. Si on prend les fromages sous signe de qualité, leur prix moyen, il est 65% plus élevé que le prix des fromages qui ne sont pas sous signe de qualité. Donc c'est 65%. C'est ça la valeur qui après est à répartir dans la filière entre les producteurs et les transformateurs. Et troisième dimension, et qui est tout aussi importante, ça entraîne en fait une localisation des productions sur les territoires. C'est aussi un instrument de développement des territoires et de maintien de l'activité dans des zones parfois difficiles, qui est particulièrement efficace. Et par ailleurs, donc, par rapport à d'autres, alors c'est un instrument de politique agricole, mais pris en charge par les filières, et qui, à part, si je puis dire, les quelques centaines de milliers d'euros des salariés de l'INAO s'autofinancent. Il n'y a pas d'aide publique. Le système crée de la valeur qui finance l'ensemble du système. Et donc, pour situer les choses, je vais prendre des exemples un peu caricaturaux, mais dans le Beaufort, donc, il y a le fromage qui porte ce nom, ça fait à peu près 5000 tonnes de production annuelle. Et puis il y a d'autres fromages savoyards à côté, l'Abondance ou le Reblochon. Mais dans le Beaufort, je pense que sans la production sous signe de qualité, il n'y aurait sans doute plus beaucoup d'élevage laitier. Mais donc ça fait vivre quelques centaines de producteurs qui fabriquent ces 5000 tonnes de Beaufort. Ces producteurs vivent dans des zones difficiles d'alpage. Et le lait leur est payé en moyenne autour de 800 € les 1000 litres. Alors que vous savez que le prix moyen en ce moment, depuis février-mars, on est remonté à 340, 350. L'an dernier, on était à 200. Donc on est à plus de 2 fois le prix moyen du litre, et valorisé par le marché. Ce n'est pas une aide publique, etc. Donc voilà à quoi ça sert, les signes de qualité. Et le dernier point, en dehors des aspects de marché, ça sert aussi, de plus en plus, ça embarque la réponse à des attentes sociétales. C'est particulièrement le cas sur l'agriculture biologique, où c'est un mode de production qui est valorisé à travers ce signe. Et c'est aussi ce mode de production, ce respect de l'environnement, qui est acheté par les consommateurs avec ça. Mais cet aspect protection de l'environnement est aussi embarqué désormais dans les autres signes de qualité. Très bien, je vous remercie. Donc, on aura compris, les consommateurs souhaitent des produits de qualité, mais pas seulement, des produits aussi qui sont respectueux de l'environnement. Et les consommateurs sont de plus en plus dans une démarche sociétale, comme vous le venez de nous le dire. Monsieur Yves Le Morvan, comment justement ces entreprises se sont-elles préparées à entrer, donc, à faire face à ces préoccupations sociétales ? Oui.
Alors, effectivement, on parle de consommateur, de souhait du consommateur, on parle de valeur du produit aussi. Ce que vient de dire André est très très important, parce que ce sont des vecteurs de valeur qui irriguent ensuite toute la chaîne alimentaire. Ce que je peux évoquer peut-être, c'est la relation entre le souhait de consommation et les préoccupations sociétales. Plus particulièrement, à la limite, je vais laisser la nutrition, la santé, le goût et même le plaisir à M. Guyonnet. Attention de ne pas aller l'autre travers. Je vous laisse tout ça, je parle de préoccupations sociétales. Sur les préoccupations sociétales, c'est vrai que le monde a beaucoup changé. On peut donner quelques exemples de vraies préoccupations sociétales et la réponse, on peut le dire aussi, sans avoir honte, la réponse du marché. Il y a d'abord le bio, on vient d'évoquer le bio. Le bio, quand même, se développe de façon considérable. C'est certes 3% du marché alimentaire en France, mais ça part sur des bases quand même très élevées en matière de progression. On vient de le rappeler, le bio, c'est quoi ? À la base, c'est une certification environnementale. Pour vous donner un exemple de l'élargissement de la promesse du bio et de ce que ça représente dans la tête du consommateur, il y a eu une enquête annuelle là, qui a été mise en valeur par la commission bio d'Interbev il y a environ un mois. C'est assez intéressant à analyser pour le consommateur de viande. Vous savez que la viande est agressée à différents points de vue. Pourquoi est-ce que le consommateur veut acheter de la viande bovine, par exemple, bio ? Le premier critère est de très 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 loin, c'est le bien-être animal. Donc on voit à quel point se percutent des souhaits et des préoccupations sociétales par rapport à une volonté de consommation. Donc le bio, du coup, met en valeur ces préoccupations, et évidemment derrière également l'environnement et la santé. C'est une bonne réponse. Pour rester sur la coopération, sur les 2200 COP en France, il y en a plus de 500 qui travaillent exclusivement ou partiellement dans le secteur bio, pour vous donner un chiffre. Un autre exemple, pour passer à un cas particulier et non plus collectif, c'est par exemple le cas d'une grande coopérative de l'Ouest qui est Terrena. Il y a un peu moins de 10 ans, Terrena s'est emparé d'un concept qui est l'agriculture écologiquement intensive. C'est un concept agronomique, ça touche les pratiques agricoles. L'objectif, c'est d'aller vers une plus grande sobriété, on va dire, des intrants, d'aller au plus près aussi dans les techniques agricoles de l'observation du terrain. Et à partir de là, ça finit par développer quoi ? Une marque qui s'appelle aujourd'hui la Nouvelle Agriculture. Une marque qui prend son essor, bien sûr, qui commence à se développer. On est parti des préoccupations du consommateur, mais également du citoyen en termes généraux. Et aujourd'hui, il y a une marque qui s'appelle la Nouvelle Agriculture, et vous pouvez acheter du poulet, du lapin, Nouvelle Agriculture chez Système U ou ailleurs. Donc vous voyez comment on raccroche les différents sujets, comment là, il y a à la fois un vecteur de progrès et en même temps une réponse à des grandes préoccupations. Le dernier point peut-être à souligner, c'est qu'au-delà des produits et de la consommation, je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, le citoyen, regarde plus globalement le comportement vertueux des entreprises, donc les politiques notamment de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, et évidemment les juge à travers ce prisme, au-delà de toute tentation de greenwashing, bien sûr. Donc la politique de RSE devient extrêmement importante, tant pour les plus grandes entreprises que pour les plus petites. Tout ça fait partie du monde qui est nôtre aujourd'hui, qui est un monde où on peut se sentir de temps en temps agressé, mais qui est aussi un monde qui est basé sur l'innovation et qui est basé aussi sur un retour de valeur vers les producteurs. Merci beaucoup. Donc la deuxième question sera pour vous, Monsieur Guyonnet. Donc vous mettez des produits du monde entier en contact avec le consommateur. Comment fait-on dans le monde d'aujourd'hui pour encore faire rêver le consommateur ? Alors, on ne fait pas venir des produits du monde entier, ce serait trop compliqué. Très rapidement, sur Spécialité du Monde, pour que vous sachiez à peu près à quoi se correspond ce nom, on fait à peu près 4500 tonnes d'importation. Ça fait à peu près 15 millions d'UVC que vous achetez sans savoir que c'est nous. On est aujourd'hui le premier intervenant sur le marché en bresaola, en jambon de Parme ou en jambon Serrano. Tout à l'heure, vous parlez d'STG. Voilà, c'est peut-être des noms qui vous disent quelque chose. On est aussi indirectement, enfin de manière assez directe, à travers les 7 pays dont on importe des produits, notamment les pays du Maghreb. On fait directement vivre à peu près 1000 personnes, malgré tout. Et c'est très important pour nous parce qu'il n'y a pas que nous qui avons besoin de travailler, il y a aussi les autres dans leur pays. Et quand vous avez une usine 100% dédiée à votre activité sur Agadir qui nourrit une centaine de personnes, on a le droit aussi, on a des devoirs aussi vis-à-vis d'eux. C'était juste par rapport à ceux qui pourraient penser, qu'est-ce qui vient faire celui-là ? Il importe et il nous parle de notre production agricole à nous.
Mais avec 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export, le marché de l'agroalimentaire français est le 4e exportateur en Europe. Donc c'est important aussi. On roule en BM en France parce qu'on vend des Renault à l'étranger aussi. Donc par rapport à tout ça, nous, notre métier, c'est d'aller chercher des innovations. Alors les innovations, on cherche des trucs. Il faut savoir que, vous avez dû le lire, vous devez le savoir, 3 produits alimentaires sur 4 qui sortent ne vivent pas plus de 18 mois. C'est un chiffre incroyable. Vous avez des grandes entreprises qui ont des dizaines de personnes en R&D et en marketing. Il faut savoir qu'elles s'appellent Fleury Michon, Aoste, Marie ou Huerta, peu importe. Les 3/4 des produits qu'ils lancent ne reviennent pas l'année d'après. Donc c'est assez impressionnant. Donc dans l'importation, nous on va aller chercher des produits qui font plaisir. On est beaucoup sur la DOP, l'AOP, de plus en plus. Aujourd'hui on travaille de plus en plus parce que dans tous les pays ça s'organise. Donc on va essayer de rappeler le soleil à nos consommateurs, puisque quand vous partez en vacances aux États-Unis ou à Londres, vous ne revenez pas souvent en vous souvenant de ce que vous avez mangé. Mais il y a d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le Maghreb ou l'Asie. Vous avez des super souvenirs de ce que vous mangez. Donc on va mettre un petit peu de soleil dans les assiettes. On va essayer d'aller vers les produits qui vous font plaisir. Vous avez quand même 14 millions de Français qui sont allés l'année dernière en Espagne. Alors il y a eu 14 millions de passages à la frontière. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais disons que vous avez quand même une bonne dizaine de millions de personnes qui sont allées en Espagne. Et quand vous revenez d'Espagne, vous commencez tous, même à votre âge, vous commencez à entendre parler de pata negra, vous commencez à parler de jambon ibérique, c'est un domaine dans lequel nous sommes. Donc on va apporter du plaisir aux consommateurs. On va essayer de vous apporter du plaisir parce que c'est vraiment ce que je crois, enfin ce que nous croyons vous allez chercher dans les années à venir. Ce que je disais tout à l'heure, bien manger, et puis manger avec moins de crainte. Nos arrière-grands-parents naissaient pour survivre, se nourrissaient pour survivre. Et aujourd'hui, nous, on veut vivre très longtemps. Et pour vivre plus longtemps, il faut qu'on mange plus sainement. Donc c'est une prise de conscience qui doit avoir une quinzaine d'années. Parce que nous, pour les 40 ans de Liedrer, on avait fait un colloque sur agriculture et environnement. Donc, on était déjà en train de parler de bio, et pour nourrir 1000 personnes, je crois qu'on avait bouffé toute la production d'Île-de-France de produits agricoles bio à l'époque, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, et on avait du mal à en trouver. Donc le bien manger, il est dans toute l'Europe, on est sur un marché européen, c'est d'actualité. Le bien manger, il est dans le monde entier. Et nous, il y a 30 ans, on disait que le couscous et la paella, c'était des produits d'importation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont les 2 des 10 plats cuisinés les plus consommés en France. Ce sont des plats nationaux, tout comme le jambon serrano. Moi, quand j'ai commencé à en vendre, il s'en vendait même pas 100 tonnes en France. Aujourd'hui, il s'en vend quand même beaucoup plus, quelques milliers de tonnes. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire sur le rêve, c'est pas forcément le rêve, mais manger, se faire plaisir en mangeant, c'est une tendance qui va se développer. Et nous, notre métier, c'est d'aller chercher dans les pays. Il n'y a pas que la France qui fait des belles choses. Nous, on est très fiers de notre gastronomie. Dans le monde entier, il y a des restaurants. Moi, je connais personnellement bien Joël Robuchon, qui se promène dans le monde entier et qui va apporter la bonne bouffe française. Mais il y a beaucoup de pays qui font des choses magnifiques. Et nous, notre objectif, c'est de vous faire connaître ces produits-là. Et on sait aussi qu'en France, et dans nos exploitations agricoles et dans notre agroalimentaire, il y a plein de choses super qu'on est content d'exporter. Et voilà, je ne sais pas si ça suffit. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, la 3e question, c'est selon vous, faudrait-il desserrer les taux de la concurrence ? Alors, peut-être que je vais revenir sur les limites vraiment qui sont posées par la concurrence, qui sont on va prendre 2 grandes thématiques principales, qui est l'interdiction de fixation des prix et l'interdiction de restrictions quantitatives, qui sont en fait les 2 grandes interdictions liées à les 2 grands points liés à l'interdiction des ententes. Sur quelques exemples pour l'interdiction de fixation de prix, il y a plusieurs éléments qu'on peut citer. Il va y avoir une interdiction de suivre la fixation d'un prix déterminé. Donc ça va être par exemple une organisation interprofessionnelle qui va fixer une grille de prix que les opérateurs vont devoir suivre. Donc ça, effectivement, ça a déjà été condamné par la Cour de justice. Ça peut également être une interdiction
de revalorisation, par exemple, de 20% de produits de qualité supérieure, où là, la Cour de justice a également jugé que c'était un outil de revalorisation des prix qui était condamnable. L'élément qui est également condamné sur les prix, ce sont les éléments de concertation. Donc ça va être, par exemple, un autre arrêt que j'ai en tête, un accord entre des abatteurs et des producteurs sur le prix d'achat des vaches de réforme. Voilà, donc tout ce qui touche vraiment à la fixation, à la concertation sur les prix va être interdite. Ce qui est plus difficile sur cette thématique-là, ça va être l'appréciation des échanges d'informations qui vont porter sur les prix. Parce que ce soit les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles ont des missions en fait, finalement, d'accompagnement sur les marchés sur ces questions-là, doivent aider finalement les producteurs à connaître le marché sur lequel ils interviennent, mais ils ne peuvent pas tout faire parce que là encore, dès lors qu'on donne des informations sur les prix pratiqués qui entraînerait finalement une concertation sur les prix, ça va être condamné. En revanche, la marge est limitée, la frontière est assez faible et assez difficile à apprécier, mais ils peuvent diffuser des mercuriales, des données chiffrées imaginées ou des données qui sont anonymisées, agrégées, quelque chose qui va faire finalement que le producteur analyse ces données pour les appliquer à sa propre situation. Donc ça, c'est pour ce qui est sur les prix. Sur les pratiques restrictives de quantité, donc là, ça peut être par exemple les pratiques de retrait. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'à l'époque, dans les fruits et légumes, elles étaient autorisées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce qui est très difficile à apprécier, notamment pour les juridictions, les autorités de concurrence nationales ou même pour la Cour de justice ou la Commission européenne, c'est la frontière de quand c'était applicable et de quand c'est interdit. C'est l'exemple qu'on a aujourd'hui dans le cartel des endives, qui est une affaire assez médiatisée en ce moment, où on attend la décision de la Cour de justice, où les organisations de producteurs du secteur des endives avaient mis en place des opérations de retrait de marchandises, mais l'analyse dans le cadre des différents règlements qui sont suivis rend très compliqué l'appréciation de savoir si cette pratique-là était légale ou pas. Tout ce qui est pratique de quotas également vont être sanctionnés par la Cour de justice. Et enfin, tout ce qui va être en fait l'interdiction ou empêcher l'entrée de produits étrangers sur notre pays. Je pense à l'affaire viande bovine, où il y avait eu des pratiques de stopper des marchandises étrangères pour qu'elles ne rentrent pas dans le territoire national. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont durement sanctionnées par la Cour de justice. Maintenant, pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut desserrer les taux, oui, il y a une spécificité du secteur agricole qui rend nécessaire d'adapter les outils à ce secteur. Alors, dans le dernier règlement, on voit un petit peu que le législateur européen commence à le reconnaître, puisqu'il y a de plus en plus d'exemptions vraiment reconnues spécifiquement dans le secteur agricole. Ça va être la négociation collective au sein des organisations de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive, par exemple, ou de la viande bovine ou des céréales. Après autorisation de la Commission, il y a toujours un cadre très strict, mais il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Sur la réforme à venir, il y a déjà des discussions qui sont lancées pour effectivement là aussi élargir les choses. Donc il faut croiser les doigts pour que ça fonctionne. Maintenant, je pense que ce qui va rester très compliqué, c'est de faire évoluer cette appréciation très stricte des conditions posées par les autorités de concurrence, où là, elles ont un prisme assez libéral des choses, qui fait que voilà, les conditions sont appliquées très strictement. Je vous remercie. Monsieur Barlier, donc je vais vous poser notre dernière question. Donc vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, les signes de qualité sont nombreux. Et pensez-vous aujourd'hui que le consommateur, il peut avoir une bonne compréhension de tous ces signes de qualité ? Non. Non, c'est effectivement compliqué et c'est variable en fait. Il y a une... Comme c'est une construction collective et historique et sédimentée, il y a
pas eu une vision d'ensemble, a priori, de la construction des systèmes de qualité. Et donc la notoriété est évidemment variable. Hein. Le système d'appellation d'origine contrôlée pour les vins a une très forte notoriété en France. Déjà, à l'étranger, c'est moins vrai. L'agriculture biologique est aujourd'hui le signe qui a la plus forte notoriété. Alors après notoriété, il faut voir aussi ce qu'on met derrière, c'est-à-dire que en France, le système donc repose sur une organisation contrôlée par les pouvoirs publics, avec un contrôle de deuxième niveau. Donc la notoriété, ça renvoie à la garantie que les contrôles sont faits, que le cahier des charges est respecté, et ça renvoie aussi à une notion de lutte contre les fraudes. C'est-à-dire qu'il y a dans les signes de qualité une dimension importante, hein, qui représente de très très nombreuses actions, hein, de protection contre les usurpations dans le monde, mais aussi en France. Hein. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, moi je vois passer une soixantaine de dossiers par semaine de dépôts de marques auxquels l'INAO fait opposition, parce que ça usurperait tout ou partie d'une appellation ou du signe bio, on peut même mixer les deux. J'ai vu cette semaine un truc qui s'appelait Bio Provence Pharmacie. Et donc, Bio Provence Pharmacie, hein, c'est peut-être vous, mais alors, je vous préviens, je vais vous écrire. Et donc, là, il y a l'usurpation potentielle de bio, c'est-à-dire que si on met bio sur sa vitrine, il faut qu'à l'intérieur, tous les produits soient garantis sous signe biologique. Et Provence, il faut que ce soit des produits qui... il faut que s'il y a des produits qui ont une appellation Provence, il n'y a que ceux-là qui soient dessous. Par exemple, si on vend des huiles essentielles, comme il existe des huiles essentielles de Provence, de lavande notamment, on ne pourrait pas vendre dans une boutique qui aurait cette enseigne d'autres huiles essentielles que celles qui auraient cette appellation. Donc cette dimension protection, elle est importante. Mais pour revenir à l'origine de votre question, en effet, la notoriété, c'est une difficulté. Hein. Si je prends un contre-exemple, il doit exister une bonne quinzaine de labels rouges ou d'IGP pour l'agneau. Et donc c'est quand même pas c'est une viande dont le marché est en repli. La segmentation par les sites de qualité permet de faire en sorte qu'il y ait une offre française qui existe toujours sur le marché, qui se valorise correctement, mais on peut penser que d'en avoir 15 en France, c'est beaucoup. Et donc ce qu'on s'efforce de faire, enfin ce qu'on commence à faire désormais sur les reconnaissances des signes de qualité ou dans leur évolution, c'est d'accompagner les demandes d'une étude d'impact économique. Combien ça impliquerait de gens, quel type de coût ça va générer, de surcoût ça va générer pour les producteurs, quel type de valorisation supplémentaire on est susceptible d'en attendre, et donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle auprès des consommateurs, voilà, ce genre de choses. Sinon, sur un point un peu indirect, mais sur lequel je voudrais dire un mot en réaction à deux points qui ont été évoqués avant sur la concurrence entre les gens et la concurrence internationale. L'autre aspect intéressant pour les filières, un des aspects intéressants pour les filières, c'est aussi la lutte contre la volatilité. Hein, c'est-à-dire que les prix des céréales bio, c'est beaucoup, beaucoup moins volatile que les prix des céréales sur le marché mondial. Hein, quand les prix baissent de 80% sur le marché du blé international, le prix du blé bio, lui, il baisse de 10 à 12% seulement, et parfois il ne baisse pas du tout, donc c'est aussi un atout important. Merci beaucoup. On va maintenant prendre 10 minutes de temps pour des questions-réponses avec le public. Ah, il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour, Louis Labrousse, je suis étudiant en Master 2 expertise foncière. Et donc, ma question, en fait, c'est, on est de plus en plus nombreux sur la planète et en France. Et ma question, est-ce qu'on peut faire de la qualité en quantité et au final pas cher pour le consommateur, et
Et vous avez dit aussi que, notamment Monsieur Guyonnet, que la notion faites-vous plaisir. Et est-ce qu'on peut se faire est-ce que cette notion, finalement, n'appartient pas à qu'une seule catégorie sociale? Et est-ce qu'on peut l'appliquer à l'ensemble de la population française et même mondiale? Est-ce que vous avez dit notamment la pata negra? Est-ce que la pata negra, on peut justement le faire de manière pour le marché français et voire mondial? Alors effectivement, le monde est assez déséquilibré. Donc c'est vrai que 90% de la richesse est entre 10% de la population mondiale. Donc de toute façon, dans les décennies qui viennent, je crois je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'on est déjà 7 milliards. Et on sait combien on sera, et on voit des régions du monde comme l'Afrique, qui est une population incroyablement en développement. Heureusement pour eux, parce que c'est surtout les taux de mortalité qui sont réduits, mais ils n'ont pas encore la culture de la pilule, ou de la contraception. Donc non, malheureusement non. Malheureusement, on va avoir de moins en moins de disponibilité avec le réchauffement de la planète. On va avoir de moins en moins de disponibilité dans l'agriculture mondiale. Je prends des exemples qui sont très très simples. Nous, on est importateur de produits de la mer. Notre usine, donc on a aussi une unité, on fait aussi travailler 70 Français dans notre usine Tapasti en Vendée, et on fait des tapas, des produits apéros. Et on a vu en 10 ans, en 7 ans exactement, on a vu la démultiplication des prix de nos produits, non pas parce que la ressource est de moins en moins importante, mais parce qu'il y a de plus en plus de gens dans les pays qui, avant les exporter, se mettent à les consommer. Alors ça, c'est chiant, ils nous vendaient des crevettes et des poulpes, et maintenant ils les mangent. Alors effectivement, le bien manger ne pourra malheureusement pas être pour tout le monde. Le manger sain peut le devenir. Le manger sain peut le devenir. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de d'agriculture biologique. Alors effectivement, il faut travailler sur les rendements, mais on arrive aujourd'hui, je crois, à travers tous les moyens qu'on a d'améliorer les rendements de l'agriculture dans le monde entier. Et il est clair qu'en travaillant mieux la terre et en faisant attention au réchauffement climatique, on va pouvoir continuer à produire des produits de masse pour la population mondiale. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une élite économique. Malheureusement, il y aura toujours la classe sociale. Je crois que Trotsky aura du mal à s'imposer dans les années qui viennent. Donc effectivement, il y a des classes sociales et il y a des gens qui ont plus de moyens pour se nourrir que d'autres. Mais par contre, moi je reviens d'un endroit extraordinaire. Il y a 15 jours, j'étais dans le Nord. C'est une région que j'aime beaucoup pour la simplicité des gens. J'étais dans ce qu'on appelle maintenant le Hauts-de-France, dans une ville qui souffre, qui s'appelle Lens. Et il y a une particularité dans cette ville, alors ça m'a surpris, c'est que quand les gens ont un peu d'argent, ils mangent. Et ils mangent bien. Et j'ai rencontré des gens qui affectent beaucoup plus, ils sont jusqu'à 15-18% de leurs revenus dans la nourriture. C'est à peu près ce qu'un Italien, aujourd'hui, quand les Français sont passés en dessous des 10%, les Italiens, ils mangent encore, ils mettent à peu près 14 à 15% de leur budget dans l'alimentaire. Les Italiens mangent très bien. Ils aiment beaucoup, ils mangent des jambons qui sont formidables, ils mangent des produits qui sont bien. Et en fait, on se rend compte que pour le bien-être de chacun, de plus en plus de gens vont consacrer à la bonne nourriture le peu d'argent qu'ils ont. Et c'est pour ça que ce qui a été le bonheur pour nous il y a quelques années, c'était les téléphones portables, les iPhones, les bagnoles, la consommation de masse, les Walkman. Moi j'appelais ça des Walkman, pardon, si mes enfants étaient là. Et en fait, on va affecter de plus en plus d'argent dans le bien-être. Et il n'y a pas que le massage, et il n'y a pas que le spa, il y a aussi la nourriture. Donc je pense que ça se rééquilibre un petit peu. Ça peut se rééquilibrer, mais de plus en plus, les consommateurs vont essayer de manger moins. Vous savez, le consommateur bio, il mange moins, il ne jette pas. Moi, j'ai un copain qui a ouvert le premier hypermarché bio de France à Nice, Saint-Isidore, dans le quartier de Saint-Isidore à Nice, sous le stade de foot de Nice. Et un truc de fou, le bio, il ne jette pas. Donc quand c'est en promo, de toute façon, 2 jours de la DLC, ils achètent tout. C'est de la solidarité, c'est de la consommation solidaire. Et en fait, les bio, ils ne mangent pas beaucoup. Ils mangent moins que nous. Vous remarquerez que je ne suis pas très bio. Ils mangent moins et ils veulent manger mieux. Donc ils s'appellent bio aujourd'hui.
Demain, ils s'appelleront consommateurs tout court, je pense. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions et des réponses. Le temps est un petit peu compté. Je vais quand même procéder au même exercice que tout à l'heure, si vous permettez, sur quels conseils vous donneriez, parce que le sujet de notre débat aussi, c'est quelles compétences adapter au management du vivant. On vous a écouté attentivement. Il y a de la pédagogie à faire sur le haut de gamme et les produits de qualité, une conquête de marché. Vous parliez de l'Italie qui sait très bien vendre ses produits d'ailleurs et qui lance en France la marque Italie bientôt, pas très loin d'ici, aux Galeries Lafayette. Je crois qu'il y a un site internet qui s'appelle mafrance.com qui se lance pour conquérir la Chine sur la mise en avant des produits français de qualité. Et puis il y a aussi une vraie expertise en droit à avoir. Et puis Yves, la prise en compte des besoins sociétaux. Alors voilà, même principe que tout à l'heure avec ce public de jeunes et de futurs professionnels. Quelles compétences seraient les plus à travailler pour demain ? On l'a compris dans un contexte très mouvant, très complexe et puis en même temps passionnant, puisqu'il y a plein de marchés. Moi, je dirais que, vu la complexification de notre monde, toutes les fonctions transversales sont de plus en plus recherchées par les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, il y a un bel avenir pour, je pense, les étudiants de l'IEDREA. Je rajouterais, puisque je suis parti sur la coopération, sur le collectif, je garderai cette vision collective. C'est-à-dire que je pense que les étudiants de l'IEDREA devraient toujours plus mettre en valeur leur réseau. Leur réseau, c'est un intérêt, mais aussi de regarder la réussite de leurs prédécesseurs. Parce que je pense que quand on va avoir un recruteur, quand on va avoir des entreprises, montrer la réussite de ceux qui ont précédé, il y a peu ou plus longtemps, c'est extrêmement riche et extrêmement important. Et peut-être qu'il faut pousser ces feux-là, enrichir encore, ou en tout cas la visibilité du réseau, et s'en servir. Parce qu'il y a la recherche individuelle, mais il y a toujours le regard porté par le recruteur qui est beaucoup plus complexe. Et la force du réseau et de l'école même, je pense, peut être encore améliorée par rapport à l'image qu'elle a déjà bien sûr aujourd'hui. Merci. Alors moi j'ai 3 petits conseils, je vais aller vite. Le premier, c'est effectivement ça, c'est les étudiants de l'IDREA, sachez apprécier le corps professoral que vous avez à l'IDREA, parce que ce sont très souvent vos employeurs de demain, ou vos collègues de demain, ou voilà, des partenaires que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Donc profitez des échanges que vous allez avoir avec eux, parce qu'ils sont très enrichissants. Je suis sortie de l'IDREA il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 2010, oui c'est ça. Et en fait, voilà, je croise des enseignants que j'ai eus ou des collègues avec qui j'étais à l'IDREA à peu près tous les jours dans ma vie professionnelle, donc voilà, il faut sacher apprécier ça. Le second point, c'est ne négligez pas le droit. Alors là, je prêche pour ma paroisse, hein. Mais même si vous faites des filières économiques, de gestion, de marketing, vous serez toujours confronté à des questions juridiques. Donc on ne vous demande pas de devenir des ultra spécialistes et je ne vous conseille pas forcément de faire une thèse. Mais en tout cas, voilà, vous avez à l'IDREA des cours de droit. Ne pensez pas que ça vous servira à rien demain. Au contraire, vous allez tous les jours être confronté à ces problématiques-là. Et je ne me souviens pas plus du 3e point, donc c'est pas grave. Parfait, on a bien compris. Cultiver son réseau et puis se mettre au droit. La sécurité alimentaire, c'est malheureusement, heureusement, mais c'est le sujet sur lequel vous devez travailler. Je ne sais pas si vous avez des cours, en tous les cas, moi je ne vous en donnerai pas. Moi, ma patronne aujourd'hui, c'est ma responsable qualité. C'est moi qui la paye, mais c'est elle qui me donne des ordres. Donc, la sécurité, bon, en même temps, c'est ma femme. La sécurité alimentaire, retenez ça. Moi, le seul point que je voudrais vous dire, c'est avec quelle fierté j'ai été étudiant à l'IDREA, puisqu'à l'époque, l'IDREA, c'était une école où on apprenait, on était spécialiste en rien, et quand on sortait, on savait un peu de tout. Et c'est une ouverture d'esprit extraordinaire. Et cultivez cette richesse, parce que grâce à vos études, quel que soit l'endroit dans le secteur alimentaire où vous serez, que ce soit le juridique, enfin, que ce soit le foncier, le juridique, la qualité ou l'industrie ou la grande distribution, vous arriverez à vous adapter. Et l'adaptabilité est quand même quelque chose de très important aujourd'hui. Merci Marc. L'agilité, oui, ça revient beaucoup. Hein. Merci. L'agilité, on en a beaucoup parlé à la première table ronde, ça revient là aujourd'hui, c'est un état d'esprit, effectivement. Je vous laisse parler, monsieur, merci. Oui, donc moi je dirais, du point de vue de...
j'ai embauché et j'embauche encore quelques jeunes sortis d'école. Ce qu'on attend d'eux notamment, c'est une capacité à porter l'innovation dans les organisations. Alors je dis ça venant de l'INAO, où par définition l'innovation produit a guère sa place, mais même pas sa place. Mais il y a tout le reste de l'innovation. Hein. Donc il y a d'abord l'innovation organisationnelle, hein, donc tout ce qui est. Et puis pour illustrer un peu ça. Voilà, en agriculture bio, si on sait détecter dans un vignoble les maladies avec un drone et les traiter avec un robot qui traite juste l'endroit où le pied de vigne est malade et qui pèse 40 kilos au lieu des plusieurs tonnes d'un tracteur, on a gagné sur plusieurs tableaux. Hein. Et donc ça aussi, c'est l'innovation. Donc il y a beaucoup d'innovation derrière sur les données, l'information, l'organisation et aussi la mise en œuvre des techniques. Et en fait, dans les structures, on attend des gens qui arrivent, qui portent un peu ces projets. Bien sûr, allez-y. Je vois un peu mon pays. Non, je voulais juste vous donner un exemple. C'est très important, je ne sais pas d'où vous êtes originaire, mais nous, de notre génération, on était beaucoup originaire du monde rural. En Vendée, pays qui est reconnu pour la force de ses travailleurs. On a un taux de chômage qui est nettement inférieur à la moyenne française. Moi, j'habite à un endroit qui s'appelle le pays de Pouzauges, les Herbiers, où on est carrément au niveau du plein emploi. En fait, on est en dessous de 5% de taux de chômage. 80% des salariés vendéens sont d'origine rurale et dont la famille proche était agriculteur. Le secteur agroalimentaire est très présent en Vendée. Et la culture du travail est très présente aussi. Et du travail. Bien écoutez, on va, si vous êtes d'accord, Louise et Léontine, terminer cette table ronde. On peut remercier les intervenants, vous applaudir vous aussi.